Sans roupie, je vais vous secouer tout ça. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Minable. Minable. Fred! Minable. T'as intérêt de me le dire tout de suite! Méga minable. Fais chier, Fred! Oh, le con va tomber tes malades. Caisse de merde. Edgar, on dirait que t'as la peau qui flotte. Vous êtes vraiment une dégueulasse. Rien comme ça. D'en haut. Fais chier! Jamais vu de super personne. Bonjour, bonsoir, bon appétit ou bonne route, dans tous les cas, bienvenue dans Ça crève l'écran. Nous, on est les Soirées du Troisième Type, une association cinéphile basée à Lille qui a pour unique objectif de partager sa passion pour le cinéma avec vous. Ce qu'on aime, c'est vous retrouver au cinéma L'Univers pour visionner et débattre, mais aussi à la guinguette de la paix pour parler techniques d'analyse et manipulation des images. Et aujourd'hui, on lance donc notre premier épisode où je vais avoir le plaisir d'accueillir JB, Julien et Vincent qui nous parleront du film d'animation Soul réalisé par Pete Docter pour les studios Pixar. Privé d'une sortie en salle, le film est disponible sur Disney+ depuis décembre dernier. Salut les gars. Bonjour. Bonjour. Salut. Du coup, pour commencer, est-ce que Vincent, tu veux bien essayer de nous résumer succinctement l'histoire de Soul ? Succinctement. Alors, on va essayer. Donc, c'est l'histoire de Joe Gardner, qui est un jazzman qui attend le succès. Enfin, il a un certain âge, mais il n'a jamais obtenu ce succès, donc il cachetonne comme professeur de musique dans un collège à New York. Un jour, il a enfin l'occasion de réaliser son rêve, qui est donc de jouer sur scène, mais il tombe dans un trou et meurt. Donc il se retrouve dans l'au-delà, mais comme il refuse de quitter la Terre au moment où sa vie semble prendre tout son sens, il s'échappe et atterrit dans l'au-devant, entre guillemets, donc The Great Before, comme ils disent dans le film, où des entités métaphysiques, qui s'appellent les Jerry, ils ont tous le même nom, sont chargés de fabriquer, entre guillemets, et de répartir les nouvelles âmes à naître dans les corps qui vont arriver. Les Jerry prennent Joe pour un rôle modèle et le désignent comme mentor d'une âme réfractaire, on va dire, qui s'appelle numéro 22, qui refuse d'aller sur Terre. Sauf que Joe est égocentrique et il pense pouvoir profiter de l'occasion pour prendre sa place. What is this place? What's your name, honey? I'm Joe. I teach middle school band. Cut it, go for it! Today started out as the best day of my life. Back here tonight, first show's at 7. Yes! Woohoo! You know what that's gonna say? Joe Gardner. I did it. I got the gig. Alors Vincent nous l'a bien expliqué, il y a donc deux personnages principaux dans le film qui vont naviguer entre deux univers, le nôtre et le grand avant. Moi personnellement, je n'ai pas vraiment apprécié comment est dépeint ce séminaire de préparation des âmes. En anglais, ils disent le You Seminar, comme il est décrit dans le film. Il y a beaucoup de règles qui sont instaurées en peu de temps, j'ai trouvé ça confus, brouillon, surtout que les règles sont constamment remises en question par ce qui se passe dans l'histoire. Mais toi Julien, je crois savoir que tu as un avis assez opposé sur la question, et qu'est-ce que tu as pensé du film et son histoire ? Moi du coup j'ai plutôt apprécié le film, principalement pour deux arguments. Le premier qui est selon moi assez intéressant, du moins vis-à-vis de Vice Versa, c'est que j'ai particulièrement apprécié la structure, le rythme du film. Je trouve que tout s'enchaîne très vite et tout s'enchaîne de manière assez variée. On a plein de parties différentes. Toutes les 15-20 minutes, ça change. Et j'ai particulièrement apprécié ça, surtout en ayant vu Vice Versa, qui m'avait beaucoup frustré, en fait. Je trouvais qu'il n'allait pas assez loin dans la vie de Riley, qui était la petite fille. J'ai beaucoup aussi apprécié le film parce qu'il m'a touché. Je vous le disais en off ces derniers jours, j'ai jamais été aussi touché par le cinéma que ces 2 dernières années. Et je pense que tout simplement c'est parce que j'ai grandi, on vit des choses dans les films, et il y a des thèmes qui me touchent un peu plus que d'autres, notamment celui de la mort. Ça me fait toujours un petit effet. Et puis aussi parce que c'est un personnage qui
qui a l'air d'être un éternel adolescent, qui ne vit que pour sa passion. Et forcément, je me reconnais un peu dedans. Et puis aussi, c'est cet adulte qui a du mal à dire les choses, qui le dit une fois qu'il est mort. Et donc, forcément, ça me touche aussi un petit peu. C'est vraiment parce que JB et moi, je sais qu'on a un avis absolument opposé à ce que vient de dire Julien. Nous, on a été beaucoup plus émus par Vice Versa. D'ailleurs, on a revu les 2 films à la suite juste hier. Et autant Soul, franchement, je ressens rien, ça arrive pas du tout à me faire vibrer. Autant Vice Versa, ça loupe pas du tout, quoi. Dès que la petite fille, elle est triste, elle est émue et que tu sens qu'elle est détruite à l'intérieur, j'arrive complètement à m'identifier, à pas être bien avec elle. Alors que dans Soul, je sais jamais trop à quel moment je suis censée être vraiment émue. C'est pas très clair. Donc c'est quoi toi, JB? Un peu comme Julien, il y a toujours un côté très subjectif, très personnel dans notre approche des films Pixar. Je pense que je parle au nom de pas mal de gens autour de cette table. Si je dis que les productions Pixar ont une place assez centrale quand même dans notre découverte du cinéma, dans la création de notre cinéphilie. C'est des films, quand on était jeune, enfin oui, peut-être pour toi Vincent, c'est des films quand même qui étaient assez fondamentaux, je trouve, quand on était petit, dans la découverte du cinéma, et c'est pour ça que c'est assez compliqué aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, une fois qu'on a grandi, maintenant qu'on est adulte et qu'on a vu un peu autre chose, d'approcher ces films-là, parce que peut-être qu'on essaye de se projeter un peu trop dedans, peut-être qu'on a des attentes qui sont un petit peu trop importantes. Chez ce studio qui nous a quand même habitués pendant près d'une vingtaine d'années à une certaine excellence, enfin en ce qui nous concerne. En tout cas, pour toi, Eline, comme pour moi, force est de constater depuis une dizaine d'années que c'est plus vraiment cette excellence automatique. Oui, ça fait longtemps qu'on ça fait le cas. Qu'on a, c'est quand même un peu un coup sur 2, voire un coup sur 3. Depuis Toy Story 3 presque. Ouais, en fait, depuis 10 ans, depuis qu'ils ont basculé, il y a une dizaine d'années, dans une logique qui est un peu plus industrielle, qui alterne un peu des suites, pas franchement nécessaires à des films qu'on a vus quand on était petit, et des projets originaux qui sont pas forcément super solides, je trouve. Et c'est un peu dans cette catégorie-là que je situe Soul, moi, personnellement. Julien parlait d'émotions. Est-ce que toi, tu pourrais rebondir sur les émotions que tu as vécues dans Soul ou pas? Et par rapport à d'autres films en général, est-ce que tu es quelqu'un de très ému ou pas? Et celui-là en plus. Ouais, moi je pense que je suis définitivement quelqu'un qui est ému par le cinéma. Effectivement, de plus en plus avec l'âge, comme tu disais, Julien. Après, c'est pas nécessairement parce qu'un film va avoir comme protagoniste principal quelqu'un de plus âgé. Mais c'est vrai que c'est un adulte là. Alors que la plupart des Pixar, c'est des personnages un peu plus enfantins. C'est pas forcément parce que le protagoniste va être plus âgé, donc a priori plus proche de nous, que ça va plus me parler. Et moi, effectivement, comme tu disais, Eline, j'ai tendance à être beaucoup plus touché par Vice Versa que celui-là, pour pas mal de raisons qu'on abordera par la suite. Justement, hier, en voyant Vice Versa, on se faisait la remarque que Vice Versa, on pense qu'il peut parler à tous les publics, parce qu'il peut parler aux enfants, parce que c'est quelque chose qu'ils vont vivre bientôt, la crise d'adolescence, la dureté de l'adolescence. Ça parle aux ados parce qu'ils sont en train de le vivre, et ça parle aux adultes parce qu'ils l'ont vécu et qu'ils s'en souviennent. Et que c'est un film qui peut parler à tout le monde, parce que c'est quelque chose de tellement fondamental, l'adolescence, que tout le monde peut s'identifier, que c'est forcément très fort, alors que Soul, t'as ce personnage qui est présenté quand même comme très peu attachant au départ, il est limite antipathique pour moi, au départ... Comme tu disais, Vincent, qu'il est égoïste, égocentrique, qu'il est à fond dans son délire, il s'en fiche un peu des autres. Et on te le présente tellement peu de temps, et après il meurt, et direct, il enchaîne tout de suite sur ce rythme très fort de « faut que je retrouve la vie absolument ». Sauf qu'avant, ça n'a pas trop été présenté de pourquoi il tient tant à la vie au final. On n'est pas resté assez longtemps avec lui. Moi, ça m'a frustré de ne pas rester assez à montrer pourquoi il aime tant cette vie, et d'un coup, il faut qu'il la récupère, mais je sais pas, j'étais pas attachée, j'étais pas empathique avec lui au départ. Pour moi, en fait, justement, c'est un peu le sujet du film, en fait. C'est un type qui est à fond attaché à sa vie, qui est égocentrique, effectivement, et tout ne tourne qu'autour de sa passion pour le jazz. Et en fait, il se rend compte au fur et à mesure, avec les péripéties qui vont arriver, qu'en fait, il a raté sa vie, d'une certaine manière, pour le dire un peu violemment.
C'est-à-dire qu'à force de vouloir toujours courir après son espèce de rêve, il se rend compte qu'il est passé en fait à côté de beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est ça le sujet du film. Donc d'où le principe de pas justement tant développer que ça autour du personnage au début. C'est parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à développer. Donc parce que justement, tout le principe du film va être de dire que c'est un personnage finalement assez vide qui va se reconstruire au fur et à mesure. Donc pour moi, je trouve ça plutôt intéressant, notamment pour dériver un peu justement par rapport, pas forcément vice-versa, mais je trouve que moi, ce qui me gêne beaucoup, je suis pas un fan de Pixar, du coup, ça vous le savez, hein. Mais ce qui me gêne beaucoup avec les personnages de Pixar, notamment, j'ai mis le doigt dessus il y a pas longtemps, c'est que c'est souvent des personnages quand même égocentriques, à différents degrés, pour différentes raisons qui se justifient plus ou moins. Et souvent, leur égocentrisme va se justifier dans le film, d'une certaine manière, au bout d'un moment. Ce que j'aime bien dans Soul, justement, c'est que là, on reprend ce modèle-là, mais là, on va questionner, justement, cet égocentrisme du personnage. Et moi, je trouve que c'est quand même un sujet assez important, parce qu'en fait, finalement, pour moi, le sujet est pas tant... ça va faire de la philosophie de comptoir, mais c'est pas tant la mort, en fait, du personnage, ou comment vivre après la mort, mais c'est juste comment remettre une perspective sur sa propre vie, en fait. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, quand même. Plutôt osé. Et et voilà. Donc, pour l'instant, moi, j'en suis là. Le film m'a quand même plutôt touché, alors que, justement... Je suis pas souvent touché par les films, en tout cas pas au sens émotionnel, pur. Mais là, étonnamment, j'ai quand même été pris dedans. Au début, je me disais, bon, c'est un peu... Ouais, c'est du Pixar habituel, voilà, c'est ok, d'accord, bon. Et puis au bout de 20 minutes, j'ai commencé à être pris dedans, en fait, à un moment. Je commençais à être intéressé par ce qui se passait. Ça m'intriguait, je savais pas où le film voulait aller. Et en fait, c'est ça qui m'a plu, je crois, finalement. Justement, cette impression de pas savoir jusqu'où il va aller, de se laisser juste porter en fait par le truc. JB, tu voulais rebondir? Moi, je vois ça comme ça en fait. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'égocentrisme un peu caractérisé, qui caractérise la plupart des personnages principaux chez Pixar, effectivement, c'est un truc qui était lancé dès Toy Story en fait, avec Woody qui, à partir de bonnes intentions, de vouloir absolument satisfaire son propriétaire Andy, de vouloir rester son jouet préféré, et ben, il a un comportement complètement toxique envers les autres en fait, mais surtout envers Buzz l'éclair, le nouveau venu, etc. C'est déjà ça lancé ça. C'est quelque chose qu'on trouve dans Nemo avec le père un peu étouffant, les Indestructibles avec Bob Parr qui pense qu'à revivre ses aventures d'antan, etc. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, donc ça pose un peu une question que moi je me pose beaucoup devant Soul, c'est-à-dire de la répétition chez Pixar, de thèmes qu'on commence un peu à avoir vu et revu. Mais surtout, encore une fois, j'ai essayé de me distinguer un peu de vice-versa, parce que c'est un film que je trouve que c'est un film assez difficile à analyser sans penser à vice-versa, tant les films se répondent un peu, je trouve. Mais encore une fois, dans Vice Versa, il y a encore ça, le protagoniste qui a un comportement sans s'en rendre compte toxique alors qu'il a que des bonnes intentions. C'est Joie qui veut absolument gouverner les émotions de Riley et qui finit par se rendre compte en fait que il y a peut-être une utilité à éprouver de la tristesse de temps en temps. Mais autant dans Vice Versa, je trouve que c'est amené de manière graduelle, assez cohérente. Dans Soul, je trouve que les motivations du personnage principal de Joe Garner sont pas aussi convaincantes. Enfin, ça m'a pas fait le même effet, moi. Effectivement, comme tu disais, au début du film, on comprend qu'il est fasciné par le jazz, que c'est sa passion, qu'il vit pour ça. Et comment dire, le climax du film, en quelque sorte, c'est du coup ce concert, ce fameux concert, cette soirée de concert qu'il réussit enfin à faire. Il arrive enfin à réaliser le rêve de sa vie, et là il se rend compte que l'herbe n'est pas aussi verte qu'il l'espérait, et que en fait c'est pas forcément la vie dont il voulait. Mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre en fait. C'est s'il est aussi passionné par le jazz, il connaît pas ce que c'est la vie de jazzman. Enfin, il découvre en fait sur le fait que la vie de jazzman c'est de faire des concerts comme ça tous les soirs.
Moi, je l'ai pas ça me compris touche pas comme beaucoup, ça. c'est pas assez- Je l'ai compris en fait qu'il fantasmait complètement ce truc qu'il a jamais vraiment réussi à atteindre. Et c'est un peu la vie de musicien ou d'artiste, c'est-à-dire il y en a quelques-uns qui réussissent vraiment et la plupart restent sur le carreau. Donc là, il arrive enfin à avoir une ouverture. Et en fait, il a passé tellement de temps, parce qu'il faut mettre en relation avec son âge aussi. Il est quand même, il a cinquantaine d'années, je crois. Le personnage, je suis pas 40 sûr, ans, mais je un crois, truc ils comme le ça. disent, Ouais, 40 ans. j'aurais dit une quarantaine. Ouais, un peu moins, ouais. Sa mère le dit à un moment. 40, 50 ans, ouais. Enfin, bref, il est quand même déjà bien avancé. Et du coup, oui, il y a ce truc où il fantasme. Et en fait, il est content de l'avoir fait à la fin. Mais en gros, c'est juste une manière de dire c'est bien de l'avoir fait, mais il n'y avait pas que ça en fait. Et c'était pas la peine en fait de juste fermer toute ta vie autour de ça en fait. Mm. C'est ça, moi, je l'ai compris comme ça en tout cas. C'est-à-dire Oui. juste maintenant tu fais tes concerts, c'est très bien, mais pense qu'il y a autre chose aussi, quoi. Juste. Moi, je sais pas, je l'ai vu comme ça du coup. Enfin, C'est peut-être une différence de Cette perception, hein, parce que vous deux par exemple, vous l'avez vécu comme ça, alors que en fait moi je l'ai pas vécu comme ça. Je l'ai vu, ah bah encore il était égoïste, il l'a, et puis même là il est pas content, puis il se dit ah bon j'ai plus qu'à aller mourir pour laisser ma place à 22, parce qu'au final c'était pas si bien. Après je pense que c'est une manière de percevoir le truc qui nous parle pas de la même façon, mais moi je l'ai pas du tout vécu comme ça. C'est marrant comme un même film peut nous transmettre des trucs complètement différents en racontant la même chose. parce que pour moi, il y a l'idée quand même qu'on. Enfin, on est quand même juste toujours sur son regard à lui, en fait. Enfin, donc c'est assez difficile, mine de rien, mais on suit ce personnage, et pour moi, la mise en scène, enfin, on en parlera peut-être plus tard, insiste sur son regard à lui qui va changer sur les choses, en fait. Mais faut pas voir ça comme une fatalité générale, en fait. Enfin, pour moi, faut pas le sentir comme... en gros, ça sert à rien de croire en ses rêves pour tout le monde. Non, c'est juste dire... il y a autre chose, il y a plus à voir dans le monde. En gros, il n'est pas mécontent pour moi de ce concert, à la fin. C'est juste, tu sais, un peu ce truc, une fois que tu as atteint un truc que tu fantasmais, bon, bah, tu te dis, ça y est, je l'ai fait, tu as passé un cap, tu te relâches, mais du coup, après, tu fais quoi, en fait? Pour moi, c'était ça la question, en fait. Après ce climax, en fait, justement, et le film se termine pas sur ce climax, justement, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais, en fait? Enfin... Ok, donc bah, effectivement, c'est vrai, c'est quoi la suite? C'est assez honnête, ça va être un autre concert, puis encore un autre. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, du coup, que ça, qui était son objectif, assez restreint finalement? Bah, du coup, c'est en retour aider celle qui l'a aidé, quoi. Celle ou celui, du coup, parce que le genre est pas défini. Ça, c'est intéressant. Sur 22? Ouais. Bah, ça revient un peu sur ce que je disais Après, hier à JB, que pour moi, c'est peut-être le film de Pixar le plus pessimiste que j'ai jamais vu, je pense. Le plus sombre, en tout cas, ça c'est sûr. Le plus réaliste aussi, peut-être, sur la condition humaine, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment le plus sombre, le plus pessimiste qui soit, parce que lui, il est là, il a récupéré sa vie, il a la potentialité de continuer, et puis quand il atteint ce rêve, qu'il se rend compte que c'est pas si bien, plutôt que justement s'ouvrir au reste du monde, tout ça, il se dit non, je vais aller mourir, comme ça, ça sera plus simple. Enfin, je sais pas, c'est comme une défaite vraiment très triste, je trouve. Puis aussi, pendant tout le film, des choses très sombres, tous ces âmes en perdition, là, puis même le côté corporaliste, etc., du grand avant, moi, je le trouve tellement pessimiste, où on leur dit, alors vous serez corporatiste, pardon, vous serez déprimé, vous serez égocentrique, vous serez blasé, vous serez insécure, enfin, pas sûr de vous. Et il y en a aucun qui disent, vous serez positif, vous serez joyeux. Non, toutes les âmes, elles sont dispatchées dans des trucs horribles, comme ça. Je sais pas, c'est un film qui me rend vraiment mal à l'aise de pessimiste. Bah du coup, je me pose la question, et je vous pose la question, quel est à votre avis le public cible du film? Parce que, bon, moi j'ai mon petit argumentaire derrière, mais je vais quand même envie de vous entendre sur le sujet. Pour moi, il s'adresse avant tout à nous, adultes, mais adultes qui avons grandi avec Pixar. Ouais, je suis très d'accord avec Julien. Hier, on s'est fait la remarque plein de fois, j'ai même noté toutes les références. La plupart des blagues, en fait, dans le film, sont des blagues à référence. Et c'est que des blagues à référence, clairement pas pour les enfants, parce qu'il y a tous ces mentors qu'elle a eu 22. Dans les mentors, il y a Marie-Antoinette, Archimède, Carl Jung, Orwell, enfin que des références que les enfants n'ont pas, clairement pas. Et la blague tient seulement si tu les connais et si tu connais un peu leur univers. Donc c'est clairement des blagues pour les adultes. Et la blague aussi le bibliothécaire, c'est trop nul d'être bibliothécaire, à un moment il dit ça, faut qu'elle essaie différents métiers, là, faut qu'elle essaie différentes passions pour trouver la sienne, 22.
Et puis on lui dit, ah non, sois pas bibliothécaire, c'est horrible, ils ont des coupes de budget, c'est vachement dur comme condition de travail et tout. Ça pareil, c'est pas une blague pour les enfants. Enfin, j'en étais plein et c'est vraiment que des blagues destinées aux adultes. Et je suis d'accord avec Julien que le public cible, ça peut pas être les enfants, je peux pas croire ça. Et en parallèle de ça, t'as toutes ces blagues de chats qui sont juste des blagues parce que regardez, c'est un chat, c'est rigolo, il tombe, il fait des trucs de chat qui sont pas du tout des blagues pour les grands, je trouve plus des blagues pour les enfants. Donc on a l'impression que le film il sait pas trop sur quel pied danser au niveau de l'humour. Ouais, ces blagues de chat, je sais pas, je les ai peut-être vues comme des scènes pour apporter de l'action peut-être dans le film, pour apporter un peu plus de péripéties. De péripéties, ouais, de rythme. Tous les Pixar jouent sur 2 tableaux à chaque fois. Enfin, tous les films d'animation, d'ailleurs, tous les films pour enfants jouent sur... c'était même leur marque de fabrique à un moment. On disait Pixar, c'est de l'animation pour les adultes, c'est-à-dire que ça peut plaire aussi aux adultes parce qu'il y a des blagues pour les adultes et en même temps un truc pour les enfants. Et pour moi, celui-là est pas très différent en fait parce que, je veux dire, t'as les références effectivement directes à des choses, il y a que les adultes qui pourraient les comprendre. Mais en même temps, je veux dire, visuellement, le film est quand même assez joli à regarder. Alors, il y a ces moments un peu sombres, mais c'est pas très différent de la forêt dans Blanche-Neige, par exemple. Je sais pas. Oui, c'est vrai. Tous les Disney avaient des scènes un petit peu cauchemardesques comme ça. Et en même temps, oui, le film est quand même joli à regarder pour les enfants. Il y a quand même des gags qui sont effectivement plutôt visuels, malgré tout. Tout le truc, même juste avant sa mort d'ailleurs, qui est assez occulté quand même pudiquement, heureusement d'ailleurs, je trouve. Mais il y a tout un jeu sur le slapstick à peu près, les trucs qui tombent, il passe à côté, il esquive, il voit même pas. T'as quand même, pour moi non, il y a quand même un comique un peu visuel, on va dire, même ce bateau complètement ce moment où il y a un bateau qui arrive, qui sort de nulle part pour les aider. Il y a un truc assez marrant, quoi, quelque chose d'un peu conte. Et je pense peut plaire aux enfants quand même. Pour moi, le film, fonctionne bien sur les 2 niveaux. Je sais pas. Peut-être pas des très petits enfants, c'est sûr. Mais non, je pense que 8-10 ans, ça passe très bien. Ouais, je sais pas, j'aurais bien aimé le voir avec un enfant pour savoir comment les enfants l'ont capté en fait. Moi j'ai eu la chance de le voir avec mon neveu et ma nièce. Et ils étaient complètement déconnectés du film. Après, ils avaient un jouet à côté d'eux. Mais ils étaient constamment à faire autre chose avec le bébé, et avec le jouet bébé, la poupée. Et le film, ils regardaient de temps en temps devant l'écran, et puis ils faisaient autre chose. C'était des enfants qui avaient 6-7 ans, puis l'autre avait 2-3 ans. Donc 2-3 ans, je pense pas qu'elle ait compris grand-chose. Non, j'ai pas l'impression que... J'ai vraiment l'impression qu'ils étaient perdus. Peut-être qu'ils étaient trop jeunes après. Ouais, peut-être que... Après, je pense pas qu'ils aient passé un mauvais moment non plus. Parce qu'ils sont quand même restés 1h30 devant. Ouais. Mais c'est comme tu disais tout à l'heure par rapport à nous, comment on a grandi avec Pixar et comment maintenant chez Pixar commence à y avoir une génération d'auteurs, de réalisateurs, de scénaristes qui sont ces enfants qui ont grandi avec Pixar. Moi je sens vraiment depuis quelques années, et en fait même plus ou moins symboliquement depuis le départ de John Lasseter en fait, vraiment un changement de tonalité, je trouve, un changement d'esthétique aussi chez Pixar. Un changement de thème aussi, de façon de caractériser les personnages. Toi, t'as l'air de le présenter comme on va dire un défaut presque, ou un problème, on va dire, ce changement de ton, ce changement de direction, du coup, parce que c'est Pete Docter qui reprend Oui, c'est vrai que pour le coup, c'est fait par un habitué. Moi, je trouve que c'est plutôt bienvenu, en fait. C'est-à-dire que moi, l'inverse, en fait, ce que vous aimez chez Pixar, moi, c'est un peu ce qui me gênait de plus en plus, c'est cette espèce d'emprise de John Lasseter, qui a quand même des thématiques très récurrentes, mais qui peuvent être discutées, je pense. Et là, je trouvais ça bien d'avoir l'impression de quelque chose de nouveau, où pour une fois, il est pas là, on sent qu'il est plus derrière. On peut rappeler qui est John Lasseter. John Lasseter, c'est le réalisateur des Toy Story, non, il me semble. Oui, des 2 premiers. C'est ça, c'est un des fondateurs du studio, et qui a réalisé les Toy Story. Cars, c'était pas lui aussi? Cars aussi, ouais. Mille et une pattes aussi. C'était la tête pensante du groupe pendant 20 ans. Mais après, même les films qu'il a pas réalisés, en fait, c'était lui qui validait les scénarios, disait ce qu'on faisait ou pas, qui lançait des feux verts, en fait, qui acceptait ou pas. Donc, même si son nom est pas appliqué comme réalisateur ou scénariste, il était quand même toujours derrière. Ouais, c'était un peu le Stanley. Il avait un peu une espèce de...
de statut vraiment dominateur sur ce truc. Enfin, c'était son bébé à lui, quoi. Et moi, je trouvais que tous les films, du coup, Pixar, pendant longtemps, revenaient toujours autour de ça, cette espèce de gloire passée de Toy Story. On essayait toujours de se ramener à cette espèce d'Everest de Toy Story, quoi, qui était leur premier gros succès. Et là, je me dis, tiens, c'est pas si mal, en fait, parce que j'ai pour la première fois eu l'impression d'un Pixar qui me proposait autre chose. Une autre vision, en fait. Un truc un petit peu plus libre. Pour revenir sur Vice Versa qui est aussi de Pete Docter, mais qui est aussi produit par Lester. Je trouve que Vice Versa, moi, il y a ce côté, justement, que j'aurais reproché aussi à Coco après, et tout ça. C'est le côté hyper calculé, en fait. Manipulateur. Du récit. Enfin, ouais, un peu, tu sais, genre chaque élément est bien à sa place. Là, ça va être la séquence émotion, là, ça va être la séquence un petit peu visuellement folle pour dire regardez, on fait des trucs de fou. Tu sais, le moment où il passe en 2D, là, dans Vice Versa. Tout est bien calibré, en fait. Un peu exactement comme ce scénario qui dit, en gros, c'est tiens, je vais mettre de la joie dans sa tristesse, tu vois. Enfin, c'est côté un peu chimique, qui est un petit peu, moi, je trouve agaçant et un petit peu terrifiant, limite. Et Soul, je trouve que c'est exactement l'inverse. Je sais que toi, Eline, t'as tiqué beaucoup sur les règles qui sont établies en début de film. Et pour moi, justement, le film commence par établir des règles, donc fait un peu tout ce que fait tous les Pixar depuis longtemps, pour te dire assez rapidement qu'en fait, on s'en fout. Ouais, en fait, on éclate, on fait ce qu'on veut. Je termine juste là-dessus. On ouvre. Et en gros, on se laisse en fait une liberté qui est, moi, je trouve assez rafraîchissante. Moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça, parce que ces règles avec JB, on l'a revu hier, encore une fois, on trouve qu'il y en a plein, et c'est pas juste au début, c'est tout au long du film que t'as des nouvelles règles qui débarquent. Et en fait, peut-être que c'est moi après, peut-être que c'est ma personnalité qui fait que j'ai besoin de comprendre, et que ça soit cadré, et que j'ai besoin d'être satisfaite dans les règles, etc. C'est peut-être moi après, je sais pas. Mais en fait, toutes les 30 secondes dans le film, je suis en train de me dire « Quoi ? Mais pourquoi ? Mais c'est pas logique avec avant ? Mais quoi ? Et maintenant ci, et maintenant ça ?» Tout le truc avec le pass qu'il faut remplir, là. Pendant tout le film, on te dit qu'il faut remplir ça par une passion. On t'emmène dans le grand machin, le grand magasin où il y a toutes les passions du monde. Tu vois une âme qui se prend un ballon dans la tête, qui dit « Ah, c'est ma passion, hop, elle est disparue, elle va sur Terre. » Enfin, c'est plein de trucs comme ça. Et puis en fait, à la fin, on te dit « Mais non, mais de quoi tu parles ?» Mais limite, les Gary, là, les Terry, ils se moquent de Joe en lui disant « Mais de quoi tu parles ? C'est pas ça qu'on cherchait, en fait, c'est pas une passion, on cherche juste... la volonté de vivre. » Alors du coup, l'âme, elle se prend un ballon dans la tête. Ah, j'ai envie de vivre. Enfin, tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Moi, toutes les 30 secondes, ces règles me frustrent comme ça. Ça m'allait pas du tout, quoi. En fait, c'est ambigu parce qu'ils disent pas le mot passion, ils disent spark, c'est l'étincelle. Vocation. Ce qui est un mot aussi ambigu. Et je rappelle qu'on est du regard de Joe, et lui, il assimile ça comme étant la passion, parce que lui, sa passion, c'est le jazz, donc on a une passion. Donc, mais en fait, justement, c'est ce qu'ils disent à la fin, les Jerry, c'est qu'en fait, ça peut être une passion. Ouais. Mais ça peut être autre chose. C'est ça, moi, je l'ai entendu comme ça. Oui, c'est ça que et j'ai notamment compris la à la phrase, fin pour moi, aussi. qui justifie ces règles changeantes, c'est que le Jerry, il lui dit... J'ai noté aussi il dit, que tout en est gros, hypothétique. là, en fait, on est sur une projection pour que Ouais. toi, avec ton cerveau d'humain, tu comprennes. Oui. Enfin, il laisse déjà entendre qu'en fait, oui, il y aura peut-être des règles parce que vous aimez les règles. En fait, Ouais. en fait finalement, non, il n'y a pas tant de règles que ça. Enfin, moi, je le vois comme ça, en fait. Bah en On fait, appelle j'aimerais un peu bien que le film exploser ce les soit limites. ça. J'aurais aimé que le film ce soit tout ce que tu dis là, en fait. Le problème, c'est que je le vois pas, mais j'aurais tellement plus aimé le film si c'était plus ce que tu dis là, justement. Que c'est que dans la tête de Joe, que c'est lui qui a besoin de règles et de ce côté corporatiste et de ce côté présentation, séminaire, etc. J'aurais bien aimé en voir peut-être d'autres visions de d'autres gens, comme à la fin de Vice Versa, quand tu vas dans les autres têtes des autres personnes et que tu te rends compte que chacun a son propre fonctionnement à l'intérieur. J'aurais aimé là peut-être voir ce grand before vu par quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est que ça m'a... Il leur dit plusieurs fois, hein, parce que quand numéro 22, à un moment, il lui demande pourquoi t'as la voix d'une quarantenaire Oui. qui fait du je sais pas quoi. Et là, elle dit bah, c'est parce que tu m'imagines comme ça, mais en fait, je peux très bien changer de voix, prendre ta voix, prendre ta tête, prendre. En fait, c'est juste. Donc, pour moi, c'est assez important cette histoire de vraiment se dire qu'on est du point de vue de ce personnage, en fait. Ouais. En même temps, t'as tout ce côté du badge qu'il faut remplir, que c'est vraiment l'objet très important, que sans ça, il n'y a rien qui se passe. Enfin, plein de fois, on te montre ce badge comme le truc primordial, même à la fin, hein, elle peut partir parce qu'elle a son badge qui est rempli. Enfin,
Et du coup, ça a l'air primordial d'un côté, donc c'est pas que dans sa tête, parce que c'est quelque chose qui a l'air d'être une condition impossible à passer outre. Enfin, des choses comme ça. Il y a aussi un moment dans le film où elle dit « Ah là là, c'est dingue, j'arrive à marcher, pourtant j'ai loupé mon permis de marcher 432 fois. » Je dis « Mais c'est quoi cette histoire de permis de marcher font quoi les hommes avant de partir ?» Ils ont même pas de jambes. C'est plein d'histoires comme ça qui moi, me font tiquer, en fait, malheureusement. Ce que tu dis, Vincent, sur la subjectivité du truc, le côté interprétation, conceptuellement, je peux comprendre, effectivement. Le fait est que le film te passe quand même beaucoup de temps à exposer ces règles-là, qui ont l'air vraiment de faire partie prenante de cet univers. Et ce que tu te demandais, Julien, sur est-ce que le film peut vraiment toucher, impacter, d'un point de vue émotionnel, tous les publics. Je pense effectivement que c'est une question compliquée parce que je trouve que les émotions du film sont très difficilement véhiculées justement par la complexité de cet univers. Que moi je trouve vachement alambiqué, souvent contradictoire du coup, et assez incohérente en fait. Et c'est pour ça que le film, moi, ne m'affecte pas autant que d'autres productions, du coup, comme Vice Versa pour revenir, l'ont fait auparavant. C'est vraiment c'est un film qui me touche très peu. Ça revient pas au principe. Je vais rebondir sur Vice Versa, mais justement le fait que ces règles finalement s'accumulent, soient remises en cause, soient annulées, soient reviennent. Bon, est-ce que ça revient pas au principe justement de la vie elle-même qui est compliquée? Alors je fais de la philosophie de comptoir, mais non, mais je t'en prie. En fait, tout le film pour moi me dit que les choses ne pourront jamais être aussi simples que ça. Contrairement à Vice Versa, où moi ce que je reproche à Vice Versa justement, c'est l'extrême simplification du concept. Ouais. Parce qu'à l'époque où le film est sorti, il y avait des critiques qui disaient qu'il fallait montrer ce film à des enfants pour leur montrer comment marchait la psychologie humaine. Et il y a des psychologues qui étaient montés au créneau en disant que c'était hors de question. Il ne fallait absolument pas expliquer à des enfants que la psychologie humaine fonctionnait comme ça, parce que ça allait faire pire que mieux en fait. Parce que c'est-à-dire que tant qu'on prend pour une fiction, ok. Mais si on commence à prendre ça comme quelque chose qui t'explique comment fonctionne la psyché, ça va être très compliqué. Ah oui, non. Parce que justement, pour moi, le film simplifie trop. Ouais, je suis assez d'accord sur Vice Versa, notamment en l'exploitant avec des enfants. Effectivement, moi, je vais me concentrer uniquement sur les émotions. Je ne parle pas assez fort. Ouais. Je vais me concentrer exclusivement sur l'image des émotions, on va dire la peur, la colère, la joie, mais on va pas se concentrer sur le reste, sur ce qu'elles vont plus nous montrer. Je vais vraiment me limiter à ça parce que je trouve que le film c'est juste comment dire, pas contemplatif, mais juste monstratif. De manière générale, je trouve ça bizarre comme idée d'utiliser un film comme argent comptant, enfin comme grille de lecture de comment ça fonctionne le monde. Je sais pas, enfin, je trouve ça bizarre d'utiliser ce film-là, mais n'importe quel film en fait, comme un outil éducatif ou même thérapeutique, je sais pas. Non, oui, non, mais n'importe quel film, je sais pas, un film c'est un film, tu vois, c'est pas censé t'expliquer comment fonctionne telle chose. Oui, surtout ça quelque va chose juste aussi être un complexe que la exemple, psychologie. effectivement. C'est quelque chose à interpréter, quoi, c'est pas... Enfin oui, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que c'est Oui, bizarre mais comme idée. Tout le monde utilise des œuvres d'art, des films, pour expliquer le monde, pour mieux le comprendre, tu vois. Donc ça, c'est pas grave, ou au moins interpréter le monde d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est pas si grave. C'est juste que je trouve que l'interprétation donnée par les réalisateurs peut être discutable. Et pour moi, celle de Vice Versa est extrêmement discutable parce que, en gros, on te dit que dans ton corps, donc Riley, cette gamine, en fait, elle ne contrôle pas son corps, puisque dans sa tête, il y a des espèces de petits trucs qui, en fait, foutent le bordel. Et moi, je trouve ça assez tendu de montrer ça à des gamins, en fait. Ouais, moi je l'ai pas du tout compris comme ça. Tu vois, c'est marrant parce que nous, on a vraiment le même point de vue, mais sur Saul, quoi. Ouais. Que non, c'est très problématique de montrer ça à des enfants. Sur l'espèce de déterminisme qu'il y a dans Saul, quoi. Pour moi, le déterminisme dans Saul, il est annulé
par cette fin, en fait, cette finalité qui dit, en fait, justement, c'est pas ta passion, ton étincelle qui te détermine ou qui te... Parce qu'il y a la scène aussi où ils vont chez le coiffeur, où en fait, le coiffeur leur explique que lui, sa passion, c'était un truc, mais finalement, il fait autre chose. Et ça lui va très bien, en fait. Donc, il y a toute cette idée, justement, de remettre en question tout le film, ce déterminisme, effectivement, qui apparaît au début. Et en fait, même les personnages des Jerry, à la fin, lui disent que non. En fait, non, il n'y a pas tant de déterminisme que ça. C'est juste un espèce de pool, tu sais, de base de concept qu'on met comme ça. Et puis après, chacun se débrouille comme il l'entend, quoi. Donc, pour moi, ça va. Tandis que vice-versa, je trouve ça compliqué, d'autant qu'il y a une séparation assez nette entre l'univers de Riley, donc sa vie réelle, où il se passe pas grand-chose, finalement, je trouve, enfin, dans mon souvenir, et son univers mental, où il se passe énormément de trucs, c'est-à-dire une espèce de parc d'attractions dans le cerveau de la fille. Et je sais pas, moi je trouve ça dangereux, enfin bizarre de dire à des gamins, dans votre tête, même quand il se passe rien, il y a un truc complètement improbable. Ah non, on l'a pas vécu comme ça du tout, parce que justement, pour moi, dans Vice Versa, toutes ces émotions-là, elles font entièrement partie d'elle, Riley, et tout ce qui se passe, c'est elle en fait. Peur, tristesse, machin, c'est Riley. Et bien sûr que c'est un parc d'attractions mentales, parce que c'est une gamine qui vit l'adolescence, qui vit la fugue, qui vit la dépression, qui vit la peur. Donc même quand elle fait rien avec son corps, il se passe plein de choses dans sa tête parce que justement elle est dans une passe très compliquée, que ça va vraiment pas. Pour moi c'est une image de la dépression, tout ce truc qui s'effondre, etc. Je sais pas, moi j'avais pas l'impression d'être dans le même truc en fait, dans le film. Mais après là on débarre, on part sur Vice Versa. Pour finir, pour revenir sur Saul, en fait il y a... Justement, tu dis que les règles dans Vice Versa sont simplistes, pas simples mais simplistes. Moi je trouve justement que ça sert en faveur du film parce que ça le rend très métaphorique, je trouve, de l'état d'esprit du personnage de Riley. Le fait que quand on oublie quelque chose, ça tombe dans un gouffre, que le train de ses pensées soit réellement un train... je trouve que ça fonctionne très très bien. Là où, du coup, pour revenir à Saul, cette abondance de règles et tout ça, même si ça finit par être caduque à la fin, rend le film beaucoup moins accessible, je trouve. Ouais, peut-être. Après, je peux pas juger si les gamins peuvent aimer le film ou pas, parce que moi, je l'ai pas vu non plus avec des enfants, donc ça, on pourra jamais juger nous-mêmes. Mais moi, je sais qu'en l'état, comme ça, en tout cas, moi, ça m'a quand même plu, cette ouverture en fait vers quelque chose, cette manière justement d'accumuler les règles qui restent dans la tradition du Pixar habituel pour finalement dire à la fin en fait non. J'aurais tellement aimé le vivre comme toi en fait, ça me frustre. Que tout ça je le vois, tu vois, tout ce que tu dis là, je le vois qu'ils essayent de le faire mais je l'ai pas vécu et ça me gêne, j'aurais bien aimé en fait. Parce que je comprends tout ce que tu dis là et je suis d'accord en plus mais je le vois pas malheureusement. Parce que... Après, je dis pas que le film est parfait, mais en même temps, je préfère un film imparfait, mais va dire plutôt honnête dans ses intentions, que d'habitude les Pixar, au contraire, alors pas forcément vice versa, hein, mais moi l'exemple que j'ai c'est Wall-E, que je trouve horriblement malhonnête en fait, Wall-E, dans son développement par contre. Mais pareil, on va encore dériver. Ah oui, c'est pas le sujet. Mais hier, pour conclure un peu sur la forme du film, hier avec JB, on en a un peu conclu qu'on trouvait que c'était un film qui était très, très pessimiste, encore une fois, et on trouvait qu'il mettait beaucoup de pression sur son spectateur. C'est un peu, franchement, si tu sais pas, si t'arrives pas à apprécier les petits bonheurs de la vie, bah tu passes à côté de ta vie, tu passes à côté de quelque chose, t'es un loupé parce que t'arrives pas à voir les petites choses de ta vie. Et il y a toutes ces scènes où ils prennent le métro, qui sont toutes sombres, toutes noires. Autant le film est tout brillant, tout shiny, de partout quand ça se passe sur Terre. Autant t'as les scènes, 2-3 scènes dans le métro et un peu dans la rue, où tu vois les gens qui sont super sombres, tous sur leur portable. Le film insiste bien, t'as des plans longs sur les gens qui sont tristes et tout. Et le film, je trouve, c'est un peu le discours, bah franchement, si toi c'est métro, boulot, dodo, bah ta vie elle est loupée, bouge-toi. Et je trouve ça horrible de dire ça à son spectateur, un peu... Je trouve ça très violent comme message que t'envoies au spectateur, de franchement, tu passes à côté de ta vie, tu passes à côté de bien apprécier ta part de pizza, tous ces trucs-là. C'est quelque chose que je trouve assez violent comme message pour son public en fait. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu, moi, la fin du film. Ouais, voilà, moi ça me pose deux problèmes. Effectivement, le film a un côté un petit peu moralisateur, je trouve. Il t'expose, pas frontalement, mais enfin il t'expose quand même
qu'il y a une manière de vivre sa vie qui est un peu meilleure qu'une autre, quoi. Si t'as pas de passion, quel que ce soit, hein, le jazz ou autre chose, y a quelque chose à côté de laquelle tu passes. Ce qui est peut-être vrai, mais enfin, je trouve ça étrange. Je trouve ça farfelu de mettre ça dans un film pour enfants, tu vois, qu'il y a quand même une manière de vivre sa vie mieux qu'une autre. C'est la même... Enfin, techniquement parlant, c'est pas une morale nouvelle, ça, ce truc de petites choses de la vie sont importantes et tout. Soul, pour moi, n'invente pas l'eau chaude à ce niveau-là, loin de là. Et surtout, c'est la même que Wall-E, en fait. Enfin, Wall-E est même encore plus violent dans sa manière de montrer ces types gros sur des fauteuils à la fin qui passent leur vie, en fait, à regarder des vidéos sur des écrans. Et en gros, on a laissé la planète mourir parce que, regardez, tous ces gens qui regardent des écrans, ils font rien d'autre qu'à bouffer. Et là, j'avais envie de dire devant le film, moi, quand je me dis Wall-E, je fais, mais vous faites quoi? Vous nous proposez un film à voir sur un écran avec du popcorn? Et vous nous dites, vous êtes tous gros sur vos fauteuils avec du popcorn, et regardez des écrans, et vous laissez la planète crever. Enfin, c'est hyper ambigu, mais bon. Je vous parle de politique et vous me parlez travelling. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, je sais pas, moi, la morale, ça m'a pas gêné, mais en même temps, là, je trouvais que ça s'accordait à la mise en scène. Toujours pareil, ce personnage qui ne regarde pas. Et il fait plein de trucs, il passe dans plein de décors dans le film, plein de textures, et il les regarde jamais. C'est ça que je trouve assez intéressant. C'est au spectateur de regarder en disant « mais c'est joli ». Le personnage passe son temps à courir, c'est vrai qu'il va assez vite, surtout au début, et il regarde jamais l'environnement qui l'entoure, alors qu'il passe par des environnements complètement délirants. Et pour moi, ça se resserre à la fin, cette histoire qu'il comprend qu'en fait, il faut qu'il regarde les détails. Il faut regarder les détails de la vie, je sais pas, les petites choses. Alors, on peut, oui, trouver ça un petit peu mielleux comme idée, mais en même temps, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est mis en scène de cette manière-là, et surtout, notamment, les jeux avec les formes, qui, pour une fois, sont pas réduits à des séquences particulières, comme dans Vice Versa, par exemple, t'as le moment un petit peu bizarre où il passe en 2D, là. Là, t'as ce personnage de l'antagoniste, là, Terry, bon, qui est pas hyper important, clairement, il est complètement accessoire. Et on joue sur ces formes 2D qui circulent sur des formes 3D, tu vois, enfin, dans les murs et tout, enfin... Ils vont plus essayer de mêler, en fait, les différents univers, plus que dans d'autres films où, clairement, enfin, les autres Pixar, où t'as des univers séparés, avec des portes, et on passe de l'un à l'autre. Là, je trouvais que, justement, ils essayaient un petit peu de mélanger le truc. Et donc, de jouer cette profusion de détails, et pour moi, qui justifie, en fait, qui s'articule assez bien, en fait, avec cette morale. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que j'ai raconté. Si, justement, je voulais vous proposer d'enchaîner un peu la discussion sur la forme, comme tu as commencé à en parler, sur la production design, la réalisation du film, sa beauté, etc. Et il y a quelque chose que j'ai noté, que JB aussi a noté, il me semble, c'est tout ce côté de mettre en image la passion, enfin pas la passion, mais comment dire, la transe artistique, là. Dès qu'il se met à jouer du piano, il est dans une espèce d'univers où tout s'efface et il y a que des petites bribes de lumière comme ça qui apparaissent. Ça, c'est quelque chose qui est joli, hein, que j'aime beaucoup au niveau visuel. Par contre, on l'a déjà vu dans Ratatouille et je l'avais trouvé mieux fait dans Ratatouille, en fait. Cette scène où Rémi, dans Ratatouille, il goûte un morceau de fromage qu'il mélange avec un morceau de raisin et ça fait plein de cerfs-volants, de trucs dans sa tête, d'explosions, etc. Ça fait disparaître l'arrière-plan. Oui, c'est la même chose, en fait, que j'avais... Et ça m'a beaucoup plus touché dans Ratatouille que dans celui-là. Et dans celui-là, je me suis un peu dit, ok, c'est encore une scène de trance artistique, je l'ai déjà vu, enfin, je sais pas, ça m'a moins touché, du coup, ces scènes où il est perdu dans sa musique, là. Et pareil, l'utilisation de design un peu primitif, un peu à la Picasso pour des personnages, assez présent là, chez les Jerry et tout, c'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi pas mal, dans Vice Versa, mais... Ouais, moi de mon côté, j'ai été assez hermétique aussi à la direction artistique. Là tu parles de ces scènes de trance, je pensais pas du tout à ça, je pensais surtout au côté de l'au-delà. J'ai trouvé ça pas très joli en fait, toutes ces formes bleues, pas très jolies, pas très inspirées au niveau des formes. À la limite, le monde réel me paraissait plus intéressant, plus matériel en fait. Déjà plus de recherche aussi dans les fonds, où il y a beaucoup plus de choses à regarder. Et effectivement, après, on est un peu plus dans l'au-delà, du coup, du côté vous parliez de côté fluffy un peu. Ouais, shiny, moi j'ai noté. Shiny, ouais. Je sais pas, on dirait qu'ils sont tout doudous, mais j'ai trouvé ça assez dégueulasse, en fait. D'accord, c'est radical. Radical.
je pense qu'effectivement, le film est basé sur une grosse hétérogénéité esthétique, en opposition à un New York qui est souvent présenté comme surchargé, plein de nuisances sonores, de manière générale plongé dans une hystérie un peu constante. T'as le grand avant, là, ouais, qui est une espèce d'énorme prairie complètement douce et rose, où effectivement on pourrait penser que cette espèce d'absence de design, de design très basique, ça pourrait faire penser à un manque d'originalité, mais pour le coup je pense qu'il visait vraiment l'opposition, quoi, vraiment faire quelque chose qu'on puisse facilement opposer à New York, quelque chose de vraiment complètement vide, quoi. Conceptuel. Ouais, inoffensif. Effectivement, moi, du point de vue du design, je n'ai pas trouvé ça non plus super recherché. Des personnages avec des formes ultra simples. C'est des choses qu'on a un peu vues en plein d'autres choses. Après, comme je disais, ça sert un message. Donc, Comme tout le monde, en voyant la bande-annonce, pareil, un peu ce mouvement de recul en disant tiens, c'est chouette qu'ils sont à New York, puis d'un coup, ah bah tiens, on passe sur des petits machins bleus sans intérêt. Mais en soi, dans le film, ça m'a pas dérangé, d'autant que j'ai quand même apprécié le fait qu'on revienne assez vite, finalement, je trouve. Sur New York. C'est-à-dire que c'est pas juste l'introduction à New York, on passe tout le film dans ce monde au devant, du coup, pas au-delà. Mais du coup, on revient, on fait des allers-retours entre les deux, et en gros, ils utilisent quand même à fond ce qu'ils ont réussi à modéliser de New York, qui est pas si mal, du coup. Et justement, ce voyage entre les deux univers. Donc moi, ça m'a pas dérangé, du coup, parce qu'on avait les deux, en fait. Si tout le film était effectivement sur ces trucs poilus qui n'ont pas trop d'intérêt visuellement, j'aurais effectivement, je pense, rejeté le film aussi. Ouais. Et ça me ramène juste à cette histoire de transe, où effectivement, oui, bah, j'ai pensé à Ratatouille aussi quand le fond disparaît. Mais la deuxième, un moment quand il fait sa grosse transe à la fin, plus ou moins, quand il joue au piano, là je trouve qu'il colle un petit peu, parce qu'après on a d'autres images qui arrivent, on a ces images, ces plans sur New York en skyline qui sont assez beaux, moi je trouve, quand même, à regarder. Enfin, ils essayent quand même de faire autre chose, je trouve, avec ces formes et ces motifs qu'ils ont eux-mêmes utilisés, évidemment, et parfois même un peu trop utilisés, je dirais. Là, je vous rejoins là-dessus, effectivement, mais en même temps, je trouve qu'il y a toujours une tentative de proposer un petit peu autre chose derrière. J'ai également apprécié du coup l'enchaînement entre les scènes et ça revient au rythme dont je parlais au tout début du podcast. C'est que effectivement, je trouve que le film enchaîne assez bien les séquences de l'au-delà ou de l'en avant ou quoi que ce soit, et de New York, et il arrivait assez bien à varier ça. C'est vrai que ça m'a... Oui, je suis assez d'accord aussi. Bah moi, il y a cette idée des textures qui m'a quand même intéressé dans le film, ce mélange entre des personnages évanescents qui sont juste des lignes, un peu comme dans la Linéa, s'il y en a qui ont des références de vieux. Enfin bref, juste des lignes comme ça tracées qui ont l'air vaguement anthropomorphes. Puis en même temps, ces espèces de petites boules bleues, et en même temps, ce personnage de ligne qui arrive dans New York à un moment, le truc. Et donc des fois, c'est assez intéressant, ce mélange de textures qui joue vraiment dans tout le film, en fait. En gros, moi je trouvais que dans ce film-là, il se posait plus de limites par rapport à ça, et je trouvais ça plutôt intéressant, en fait. Oui, ça se permet d'expérimenter, quoi. Ça s'autorise l'expérimentation visuelle un petit peu, et c'est vrai que c'est rafraîchissant, ça dérange pas. Ouais, je trouve ça plutôt rafraîchissant de la part de Pixar, qui était quand même, on va dire, placé dans le milieu du D, mais en tout cas, tendant vers cette idée de réalisme, entre guillemets, évidemment, parce qu'on peut pas toujours atteindre le pur réalisme, mais en tout cas, quelque chose des formes assez bien proportionnées, assez bien faites. Mais c'était pas trop leur domaine, en fait, ce mélange de formes comme ça, je trouvais. Enfin, moi, c'était quand même souvent des univers assez, on va pas dire carrés, mais donc plutôt ronds, mais en tout cas assez bien proportionnés dans leur univers, qui n'explosaient pas vraiment leurs barrières au niveau esthétique. C'est-à-dire qu'on restait toujours dans une esthétique assez travaillée. Qui restait homogène.
Bon, il y avait déjà une tentative, bon du coup on revient sur Vice Versa, il y a toute la séquence où les personnages passent dans cet entre-deux abstrait, où justement ils deviennent des formes, puis de la 2D, puis des concepts même, qui sont plus qu'un point ou une ligne. Ouais, mais c'était... Oui, je vois très bien, ouais, mais pour moi c'était une séquence. Oui, bah oui, et c'est pour ça que je me dis qu'on parlait d'errement de Pixar entre les années 2010 et 2020, et j'ai l'impression qu'ils se cherchent vraiment au niveau de ce qu'ils veulent raconter, et j'ai l'impression qu'ils partent plus sur des choses du coup conceptuelles, abstraites, et du coup je me demande vers quoi ils vont aller après. Je me demande s'ils vont repartir sur des galeries de personnages comme c'était au début, ou si à l'inverse ils vont se focaliser sur un ou deux persos où là on a un protagoniste et on a l'autre, c'est juste un numéro, donc on verra comment ça va se passer par la suite. Vers où ils vont aller, on le sait déjà un peu parce qu'ils ont déjà leurs 2 prochains projets qui sont annoncés. Ah ouais. Et ça rejoint un peu l'idée que je me fais d'eux depuis quelques années, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'avec des projets qui s'enchaînent comme là, Soul, Vice Versa, etc. Et comment dire, ils tiennent leur place dans le milieu de l'industrie de l'animation comme les plus ambitieux, ceux qui ont les intentions les plus hautes, ceux qui essaient vraiment de parler de sujets les plus complexes dans l'animation. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils vont un peu trop loin. J'ai l'impression qu'ils ont eu les yeux un peu plus gros que le ventre, et que, en tout cas, moi, l'effet que ce Soul me fait, c'est l'effet d'une impasse. C'est-à-dire qu'après ça, où est-ce que tu veux aller pour parler de la vie après la mort, du sens de la vie, et de parler de concepts aussi ardus que ça. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus tant de choses à exploiter que ça. Et du coup, c'est quoi leur prochain projet ? Et ben leur prochain projet, le prochain projet, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un film qui se passe avec 2 gamins sur la Riviera. Je crois pas que ce soit un film qui convoquera des concepts aussi complexes que Soul. Je crois que c'est juste un truc un peu d'aventure. Mais leur prochain projet, je sais plus comment il s'appelle non plus, mais enfin, basiquement, ce sera l'histoire d'une gamine qui se transforme en panda roux géant quand elle éprouve des émotions un peu fortes. Donc c'est encore sur les émotions, quoi. D'accord. Ouais, mais enfin, voilà, c'est une gamine qui se transforme en panda, quoi. Donc, ouais, mais ça va encore être basé, a priori, sur les émotions et leur place dans nos vies. Autour d'un personnage, avec des concepts. Mais enfin, pour le coup, j'ai l'impression qu'on revient à quelque chose de beaucoup plus simple, quoi, de beaucoup plus près du plancher. Voilà, celui qui se passe sur la Riviera, il s'appellera Luca. Et l'autre s'appellera Turning Red. Voilà, et puis celui d'après, oui, il y a 3 projets. Celui d'après, c'est le spin-off sur Buzz l'éclair. Donc effectivement, il y a quand même, je dirais pas une pente descendante, quoi, mais on revient à des trucs un peu plus bateaux, quoi. Effectivement, oui. Okay. Le spin-off sur Buzz l'éclair, ça va faire un lien avec Toy Story, mais il me semble que ça n'a rien à voir avec des jouets qui sont vivants. C'est l'histoire d'un vrai astronaute qui a inspiré... Ouais, ça sera vraiment l'histoire de Buzz l'éclair. Ouais, donc je pense que ça va jouer vite fait sur Toy Story, mais que ça va être un projet intéressant. Moi, il m'intéresse. Ouais, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ça sera juste un film d'aventure, quoi. Il y aura pas des idées... Oui. complexes, vraiment des concepts comme dans Soul ou même vice versa. Ouais. Bah déjà, si on suit un astronaute, on suivra encore un adulte. Ouais. Et moi, rien que ce soit un adulte, j'ai plus facilement tendance à m'identifier à lui qu'avec un enfant. Et comme je disais tout à l'heure, on a grandi avec Pixar. Les premiers films, c'était plutôt des enfants, comme nous à notre âge. Bon, je pense que le public cible, pour moi, c'est 25-35 ans, à peu près. Ouais, je sais pas forcément. Et bon, je me dis que après, si ce que tu me dis avec Lucas, c'est 2 gamins encore, peut-être qu'ils... Ils alternent un peu. Peut-être qu'ils alternent, oui. Je sais pas, pour moi, je pense que l'impasse, elle est pas tant scénaristique, parce que n'importe qui peut écrire un scénario sur ce genre de sujet, je pense, qu'esthétique, en fait. Malgré tout, je trouve le film très beau, mais en vrai, moi, Pixar, ça fait un moment que je suis plus surpris par l'esthétique, parce que le problème qu'ils ont, c'est que tout le monde les a rattrapés, en fait. D'une certaine manière, en tout cas, au niveau technique. Globalement, en tout cas, l'écart se referme. D'un point de vue technique peut-être, mais du point de vue de l'inventivité, de la richesse des décors, des univers et tout ça,
Ouais. Illumination et Ah, même je te DreamWorks, passe ils sont encore tout, loin après, derrière, je trouve. Mais je sais que tu détestes Illumination, mais Je voulais pas partir parler forcément là-dessus. d'Illumination, mais Sony, par exemple, ils se démerdent pas si mal, tu vois, dans le Ouais, genre. Alors, ils font des films bien ou moins Ils bien, commencent ça à dépend. percer, ouais, ils percent un peu quand même de ce point de vue-là, ouais, c'est vrai. Mais même DreamWorks, à une époque, bon, alors eux, DreamWorks, ils sont un peu cassés la gueule depuis quelques années. Ouais. Mais Pas du tout. il y a un moment où clairement ils tenaient quand même la barre haute à Pixar. Enfin, même Ouais, au je suis technique, d'accord, c'était des bons concurrents quand même. Ça Si. tenait ça tenait la route en tout cas. Quand même. Ouais. Si. Donc moi je pense que l'impasse elle est là, c'est qu'ils ont plus vraiment cette prédominance visuelle. Donc effectivement, il va falloir trouver autre chose. Donc je pense que ouais, ils essayent de se rabattre sur des concepts un petit peu plus métaphysiques pour essayer de garder cette espèce d'aura au-dessus des autres. Mais oui, c'est pareil, il y a un moment où ils vont se retrouver rattrapés. Enfin, d'autres studios d'animation vont commencer à poser des sujets pareil, assez conceptuels. Je vais en citer un, ça va vous faire marrer parce que vous allez pas me croire, mais Baby Boss par exemple. Ah, je l'ai pas vu, c'est vrai. Bah, malgré tout, il avait l'air débile comme ça, mais quand j'ai regardé, c'était quand même intéressant, ce développement autour de la rivalité entre frères, un truc qui peut parler effectivement d'ailleurs à beaucoup de gamins. Donc du coup, même eux arrivent en fait à aborder ce genre de thématique tout en dans un truc animation pour enfants, un peu délirant. Baby Boss, c'était Illumination, c'est ça? DreamWorks. Non, c'est DreamWorks, pardon. Non, c'était DreamWorks, justement. C'est pour moi, à mon sens, un de leurs derniers bons films en tout cas. Et donc je pense qu'à mon avis, le problème c'est qu'il continue, en tout cas sous Lasseter, John Lasseter, il continuait à avoir cette espèce de prédominance un peu technique, scénaristique et tout, enfin comme s'ils étaient un peu les grands patrons et les grands-pères de tout le monde. Et là, je pense que ça se casse la gueule et c'est plus possible en fait de vendre les films comme ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il me semble que Soul, c'est le premier qu'ils vendent sans faire des caisses sur le temps qui a été pris pour le faire, quelle technique a été utilisée. En gros, il n'y a pas eu vraiment de making-of de Soul, je crois, il me semble. Bah du coup, je rebondis juste sur un truc, je sais pas si on conclura là-dessus ou pas, sur la musique, votre avis sur la musique. Parce que justement, je sais que les compositeurs Reznor et Ross, bah, ils étaient plutôt fiers de ce qu'ils ont fait. Ils disaient même qu'ils avaient essayé de faire une musique qui n'est pas de notre monde, là je les cite. Wow, je trouve ça un peu pompeux de leur part, perso, parce que... Justement, à chaque fois quand on essaye de dire quelque chose comme ça... Ouais, c'est casse-gueule. un peu casse-gueule, mais... Après, c'est l'idée du film d'avoir une partie conceptuelle, une partie un peu plus matérielle, réaliste. Et, bah hier j'ai essayé d'ambiance, de faire attention à ça, et clairement, il y a la partie... On entend le jazz que quand il est sur Terre. Quand il est sur Terre, même quand il se marche dans la rue, qu'ils sont dans le métro, tout ça, il y a du jazz. Ça, c'est sur Terre, c'est le jazz, c'est concret, c'est l'humain, tout ça. Et tout ce qui se passe dans le grand avant, c'est une musique très éthérée, très aérée, que je trouvais assez cliché, justement, un peu zen, en fait, un peu feng shui du grand avant, là. Et puis dès qu'ils sont dans cette zone un peu entre deux, là, très sombre, très noire, où il y a le bateau et les âmes en perdition, là c'est une musique très sombre, très glauque, qui fait peur. Du coup, je trouvais ça assez cliché, moi, au contraire, la musique est très éthérée, très sombre. Et puis le jazz très vivant sur Terre, parce qu'il y a la vie, il y a les humains, tout ça. Mais bon. Et tu sais, j'ai été très déçue de la manière de filmer le jazz, que je trouvais très cliché. Tous les moments de concert de jazz, je trouvais vraiment très cliché, quoi, avec les gros spots lumineux, les plans sur le piano. C'est tout le temps la même chose, en fait. C'est les mêmes dans La La Land, c'est les mêmes dans Whiplash. Bah, c'est un peu tout le temps la même... Whiplash, c'est le montage, quoi, qui fait tout. Ouais. Une musique hors de ce monde, je sais pas trop, parce que je trouve que quand on l'écoute, on reconnaît Trent Reznor, donc est-ce que c'est vraiment une musique aussi différente que ça, je sais pas trop. Mais ce que tu veux dire, c'est quoi, son utilisation est conventionnelle pour le coup. Moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle soit plus d'ambiance, qu'il n'y ait aucun thème qui revienne, alors que auparavant, on avait plus justement le thème de Toy Story. Même vice versa, il y a le petit thème qui revient tout le temps. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas de thème principal. C'est juste une musique très illustratrice, j'ai envie de dire. Je sais pas si ça se dit. Bah, c'est vrai que moi, la musique m'a pas marqué, mais en même temps, je trouvais ça pas mal, parce que... Ouais, je trouve ça intéressant. Bon, j'ai plein de défauts, évidemment, mais il y en a un notamment, c'est que moi, le jazz, et parle de jazz et qu'est-ce sur le jazz, ça me gonfle hyper vite. Notamment La La Land qui m'a gonflé à une vitesse monstrueuse. Et là, justement, j'avais un peu peur aussi, un recul en regardant le film,
en soul devant ça, j'avais un peu peur d'avoir encore un énième truc autour du jazz, et le jazz c'est génial et c'est super. Et en fait, j'étais étonné que justement le film ne se concentre pas là-dessus et n'en fasse pas une image de marque. Et j'avoue que du coup, la séquence de jazz, même si elle est effectivement fonctionnelle, on pourrait dire, m'a pas dérangé plus que ça à ce niveau-là. Enfin, j'étais content de la voir, sans avoir une espèce d'impression d'overdose en fait, où on parle tout le temps de ça, donc du coup c'est ce que tu attends à la fin, donc tu as ça. Mais pour moi ça c'est une manière, si t'aimes pas le jazz, tu vas te faire foutre en fait. Enfin, moi c'est comme ça que j'ai ressenti La La Land par exemple, donc j'avais un peu peur devant Soul que ça soit ça en fait. Et finalement je trouve qu'ils arrivent à trouver un équilibre à ce niveau-là, sans trop insister, mais en même temps on comprend à peu près où ils veulent en venir avec ça. Donc moi ça m'allait en fait. Ouais, puis la vision du jazz d'un point de vue musical qui est mise en avant dans le film est pas non plus super exigeante. Enfin, c'est pas du jazz. C'est un peu du jazz cartoonesque, j'ai envie de dire. C'est pas. Oui, c'est vrai. C'est du jazz accessible. Ouais, mais en même temps, ça revient à un truc un petit peu plus, on va dire, populaire entre guillemets ou d'accessible. Tu vois, c'est pas comme. Pas faire ça que, je sais pas, Ryan Gosling dans La La Land qui raconte qu'il fait du jazz un peu élitiste, et en fait quand tu l'entends c'est un truc hyper accessible, on va dire, tu vois. Enfin c'est un truc, c'est un thème qui reste, voilà, c'est bon, c'est pas du Miles Davis quoi. Enfin, je sais pas, oui, clairement. Donc moi ça m'allait quand même cette sorte de musique. Après oui, on peut être perturbé par le fait que c'est un film par d'un musicien et la musique a pas tant de place que ça dans le film. Mais en même temps, je sais pas, moi je me souviens de Rebelle où ils avaient fait une chanson thème et tout le monde se fout de leur gueule pendant. Ah bah oui, c'était nul, c'était pas une bonne idée. Des années, tu vois. C'est un film sur un musicien, mais je reviens à mon idée de rythme, et je trouve que le rythme du film est plutôt chouette, et le rythme pour moi c'est une notion musicale, et je trouve qu'il s'en sort bien à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que vous voulez faire un peu le mot de la fin ? Moi juste pour dire que je suis surpris quand même d'avoir aimé ce film, parce que c'est vrai que ça fait quelques années que je suis assez mitigé, et je suis surpris aussi parce que en vous écoutant je me rends compte qu'il y avait quand même pas mal de choses aussi que je trouve pas forcément géniales ou intéressantes, mais c'est vraiment c'est Vincent qui avait utilisé ce mot, un feeling global. Vraiment je trouve que c'est le film en lui-même qui m'a plu, et pas des petits exemples précis. On parlait des règles tout à l'heure. Les règles, en fait, je m'en foutais. C'est vraiment le tout. Je retiendrai que ce film que pour le tout. Je me rappellerai pas de ses personnages. Je me rappellerai pas du héros ou de la petite fille. Je me rappellerai surtout des thématiques et du fait qu'il m'ait touché. Ok. Tout simplement. Mon mot de la fin, je pense que vous l'aurez un peu compris, c'est que moi, ce film, pour moi, c'est une grosse déception, parce que j'en avais une grande attente, parce que je suis une fan de Pixar depuis toujours, et que même dans les plus mauvais, j'arrive toujours à trouver ma place. Même dans Coco, même dans Arlo, il y a des scènes qui m'ont plu, alors c'est dire. C'était très bien, Coco. Oui, mais bon, bref, autre sujet. Mais dans celui-là, j'avais vraiment une grande attente, et j'ai été déçue de ne pas m'y retrouver. Et à vous entendre dire toutes ces choses très belles sur le film, en fait, je suis encore plus déçue de ne pas les avoir vues et de ne pas l'avoir vécu comme vous. Je suis presque jalouse, en fait. Ça va être ça, ma conclusion. JB, t'as un mot pour finir ? Oui, on l'a déjà un peu survolé, mais moi, je dirais pas tant que c'est une déception, parce que ce film-là, en particulier, je sais pas trop pourquoi, mais je n'attendais pas énormément. Oui, la com était curieuse. La com était un peu curieuse, ne serait-ce que par le fait qu'il est sorti en VOD au lieu de cinéma. Mais disons que c'est le genre de film où je sens, en regardant la bande-annonce ou quoi, que ça va être un peu compliqué, un peu tendu. Je dirais juste, comme je disais plus tôt, que c'est un peu le film de l'impasse pour moi, pour Pixar. Peut-être c'est le genre de projet qui te pousse peut-être à raréfier un peu ta production, je sais pas, peut-être pas en faire un par an, peut-être à plus se poser... pour vraiment y penser, parce que pour moi, comme tu disais Vincent, ce que tu peux interpréter comme quelque chose de vraiment libre et qui essaye d'éviter les normes, moi je l'ai vraiment perçu comme quelque chose d'incohérent, de précipité. C'est un peu la première fois qu'un Pixar me fait cet effet-là, d'inabouti en fait. Et moi, j'aimerais bien qu'il fasse des projets peut-être un peu moins souvent, mais qui retrouvent la pertinence et le côté plein, vraiment complet des films de leur première époque. Merci pour ta longue conclusion. Et Vincent, toi, est-ce que tu aurais un mot de la fin un peu pour conclure sur ton avis ? Moi, j'aurais tendance à penser exactement l'inverse de JB. C'est-à-dire que moi, au contraire, ça fait
un certain moment que j'ai lâché Pixar, que pour moi ça m'intéresse absolument plus, même en termes d'animation. Enfin, j'aime beaucoup l'animation, mais pour moi l'avenir ne se jouait plus chez Pixar depuis au moins un moment. Et là justement, je suis assez agréablement surpris comme Julien devant le film. J'en attendais rien du tout. Je l'ai regardé par hasard et finalement il m'a plu. Et moi j'y vois au contraire une ouverture possible en fait. Enfin, en gros le début peut-être de, je sais pas, pour être pompeux d'une nouvelle ère, j'en sais rien, mais vraiment autant, en fait c'est le film qui m'a réconcilié avec Pixar et je me dis tiens bah du coup je regarde peut-être de plus près ce qui va sortir après. Là d'un coup ça m'intrigue plus si on part dans cette optique-là. C'est cool. Donc voilà, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vu. C'est beau, c'est plein d'espoir. Bon, en tout cas, c'est bien de finir là-dessus. Hein. Ouais. Merci à tous les trois d'avoir participé et partagé vos lumières sur Soul. Vous venez d'écouter le podcast Ça crève l'écran de l'association Les Soirées du Troisième Type. Retrouvez notre programme de projection à Lille et des critiques écrites de nos invités sur notre site internet, notre page Facebook, Twitter ou Instagram. Moi, c'était Eline et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Ça crève l'écran. Salut.